I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Les Décodeurs Atlantiques. Ces derniers mois, le Maroc a connu des mouvements de protestation et notamment pour dénoncer la cherté de la vie et la détérioration du pouvoir d'achat. Les indicateurs publiés hier par Banque El Maghreb viennent confirmer ce fait. L'inflation, pour la première fois depuis des années, devrait dépasser 2,4% en 2018. Comment expliquer l'effritement du pouvoir d'achat des Marocains ces dernières années et comment l'améliorer? Ce sont les questions qu'on abordera avec nos décodeurs. Mohamed Douib, expert en médias et fondateur de l'agence Le Média. Mohamed Douib, bonjour. Bonjour Ajal. Et avec nous également Amine Djouri, directeur communication d'Inforisque. Bonjour Amine. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous accompagner durant ces tranches. Alors, en deuxième partie des décodeurs atlantiques, on va parler du modèle de développement économique et social. Les patrons, les chefs d'entreprise appellent à la mise en place d'un nouveau modèle et ils sont tous unanimes pour dire que celui-là il s'est essoufflé. Alors les appels se multiplient dans ce sens, mais après y a-t-il une réelle dynamique dans ce sens? Ce sera en deuxième partie des décodeurs. C'est parti. Alors tout le monde s'accorde à dire que le coût de la vie a augmenté fortement ces dernières années. D'ailleurs, des mouvements de protestation ont vu le jour un peu partout. Un mouvement de boycott également, suivi à large échelle, puis un indice de confiance des ménages qui se détériore. Amine Djouri, au-delà de la perception et du sentiment des ménages, est-ce qu'on peut établir aujourd'hui qu'il y a effectivement une détérioration du pouvoir d'achat des Marocains ? Alors, déjà, premier élément, un pouvoir d'achat se détermine comment? Il se détermine par deux aspects. Il y a d'abord l'inflation. On sait qu'il est en augmentation. Il y a différentes études du HCP en dehors des indicateurs officiels qui montraient bien que les prix des produits de première nécessité ont fortement augmenté ces dernières années. C'est une première chose. Mais de l'autre côté, il faut comparer ça à l'augmentation des salaires. Le pouvoir d'achat, c'est ça, c'est un salaire moins l'inflation. Et effectivement, il est tout à fait possible de mesurer cette baisse du pouvoir d'achat. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que cette inflation qui est mesurée, elle est due à plusieurs aspects, plusieurs causes. La première cause, l'inflation peut être importée, c'est-à-dire c'est lié par exemple à l'augmentation des cours du pétrole, par exemple. On sait que le Maroc est fortement importateur de ce type de matières premières et donc forcément on importe de l'inflation liée à l'augmentation du prix des matières premières. Et puis l'inflation peut être liée aussi au jeu de l'offre et de la demande. On l'a vu notamment pendant le Ramadan où un certain nombre de prix de produits qu'on consomme de manière journalière ont vu leur prix augmenter fortement. Alors à long terme au Maroc, l'inflation est due plutôt, c'est une inflation importée ou autre? Alors déjà, première chose, quand on parle d'un taux d'inflation de 2,4%, très honnêtement, c'est pas non plus un taux d'inflation hyper élevé. Je veux dire, on est proche du taux d'inflation de la France, par exemple. Il y a quand même le FMI qui définit à 2%, c'est de la ligne rouge définie en tout cas par le Fonds monétaire international au niveau de l'inflation. En tant que telle, l'inflation n'est pas une mauvaise chose pour l'économie. L'inflation, ça peut être une bonne chose si elle est due à certains facteurs positifs comme la consommation, par exemple. Donc, à mon avis, c'est pas la peine non plus de se focaliser sur ce taux officiel de 2,4% qui en tant que tel n'est pas un signe inquiétant. Justement, Mohamed Douib, je me tourne vers vous. L'inflation qui s'est établie, comme a dit Amine, autour de 2% ces 10 dernières années, est-ce qu'elle peut expliquer à elle seule cet effritement du pouvoir d'achat aujourd'hui? Je pense pas à elle seule en tout cas, mais le sentiment général c'est que c'est vrai que le pouvoir d'achat, on le sent, en tout cas on n'a pas besoin d'être un économiste ou un expert pour savoir que et c'est là toute la dénonciation, tous les mouvements qu'on a vus, c'est dû à ça. Donc je pense que le consommateur
le portefeuille du consommateur est vraiment touché. Donc maintenant la sortie de Banque Maghreb, ça a le mérite quand même de fixer un petit peu les choses. Là aujourd'hui on a un indicateur qui est clé aujourd'hui, sachant que Banque Maghreb a bien précisé que ce taux est dû au fait que HCP justement j'ai lu ce matin, en fait il a changé la structure, donc il a enlevé je pense il a intégré les aspects liés à la santé, éducation, ce qui fait qu'on a eu que l'inflation a gagné 0,3, qui est quand même quelque chose de très important. Pour te rejoindre dans ce que tu disais, on n'est pas dans des taux quand même qui sont dramatiques, mais moi je garde l'idée en disant que c'est vrai que le pouvoir d'achat se détériore. Maintenant on a besoin d'indicateurs beaucoup peut-être plus précis, et ça je pense c'est le travail du HCP, de Banque Al Maghreb, d'autres institutions, peut-être du CSE, de nous fournir en tout cas des indicateurs beaucoup plus précis sur lesquels on peut travailler, pour proposer, pour offrir, ou en tout cas pour ajuster des stratégies. Donc je pense que en termes de data et de données, on a besoin de données beaucoup plus fines, je pense, par rapport à cette question-là. Oui, justement, je me tourne vers l'économiste. Est-ce qu'il y a un indicateur beaucoup plus précis qui pourrait nous permettre de mesurer cette évolution? Non, je rejoins complètement ce qui a été dit par Mohamed à l'instant. Le PIB par tête, notamment? Non, ça c'est pas un indicateur révélateur. Un indicateur de pouvoir d'achat, un organisme officiel comme le HCP doit pouvoir le calculer, en tout cas l'évolution. Il suffit de regarder l'évolution des salaires et les comparer à l'évolution de l'inflation, et on sait tout de suite quelle est la hausse ou la baisse du pouvoir d'achat. Alors maintenant, effectivement, il faut aussi essayer de comprendre quelles sont les raisons de ce ressenti en matière de détérioration des pouvoirs d'achat. Justement, c'est ma question. Donc, vous vous accordez à dire qu'il y a effectivement une détérioration du pouvoir d'achat ressenti par les Marocains. Ce n'est pas dû à l'inflation, en tout cas pas essentiellement, parce qu'elle reste quand même maîtrisée. Dans ce cas-là, à quoi ça peut être dû, Mohamed Douib? Je pense que le consommateur évolue aussi. Il a dit le consommateur qu'on a aujourd'hui, c'est pas celui d'il y a 10 ans. Je pense qu'il y a une ouverture, il y a la mondialisation, on veut avoir accédé à des produits aussi qu'on n'avait pas peut-être la chance de les consommer quelques années avant. Donc je pense que l'état d'esprit du consommateur a évolué, donc il veut consommer, mais à un moment donné, comment dire, la relève, à un moment donné, un salaire, un pouvoir d'achat qui n'arrive pas à peut-être lui fournir toutes les possibilités de pouvoir un rythme de consommation qui soit à la hauteur de ses attentes. Je pense que c'est là où il y a la frustration, je pense. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes de produits, on a l'embarras du choix, mais je pense en termes, le pouvoir d'achat ne suit pas, et ça crée des frustrations. Et souvent, le ressenti qu'on a, c'est des marges que peut s'offrir, en tout cas, les marques. Et c'est là où il y a, je pense, que les marques ont un rôle. Ça, c'est la communication qui joue. Est-ce que les marges sont correctes ou pas? Est-ce qu'ils sont disproportionnés par rapport à un pouvoir d'achat? Donc ça, c'est une autre question. Donc c'est un changement dans les habitudes de consommation des Marocains. Exactement. Et encore une fois, on a besoin de connaître un petit peu l'évolution de ce consommateur, de ce qu'il vit au quotidien, de ses projections, de ses frustrations, de ses attentes. Et là, encore une fois, on a des études sur la consommation, mais pas aussi fines qu'on puisse dégager des tendances lourdes. Aujourd'hui, si vous me demandez les tendances de consommation des Marocains, je suis incapable de vous répondre, parce qu'on n'a pas un outil qui nous permet d'avoir des projections ou au moins des études détaillées d'une dizaine d'années ou une vingtaine d'années de consommation au Maroc. Je pense que c'est là encore. Ce type de data fait défaut, malheureusement. Je pense que là, c'est aussi une question importante. Ami Delay, on a de nouveaux besoins. Effectivement, aujourd'hui, on a accès à Internet, au téléphone, peut-être de plus en plus de ménages partent en vacances durant l'été. Ça peut expliquer justement ce sentiment de... Complètement. D'ailleurs, pour une raison très simple, on peut expliquer facilement l'écart entre le taux officiel de l'inflation et celui qui est perçu par les gens. Ce taux officiel est calculé à partir d'un panier moyen qui est défini à l'époque. Ce panier moyen prend un certain nombre de produits, il regarde dans le temps l'évolution des prix. Or, comme vous l'avez dit tous les deux, les modes de consommation changent, il y a de nouveaux produits, services que nous consommons qui ne sont pas pris en compte dans ce panier moyen, et forcément le ressenti peut être différent de l'officiel. Maintenant, il y a quand même une chose qui est claire,
en matière de cherté de la vie, c'est qu'il y a eu quand même ces dernières années un phénomène important qui était le phénomène de la décompensation, qui fait que il y a 35 milliards de dirhams qui à un moment donné étaient distribués dans l'économie, qui permettaient justement de diminuer à son plus bas les produits de première nécessité qui ont été repris par l'État, et donc forcément ces 35 milliards se sont retrouvés dans les prix qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que l'augmentation qu'on connaît, c'est dû aussi à la baisse de cette subvention que l'État accordait à un certain moment. Vous voulez dire, Amine Diolé, qu'on ressent déjà l'impact de la décompensation aujourd'hui? Mais bien sûr, c'est évident. Et demain, quand ce sera le sucre et le butane, ce sera la même chose. Le prix qu'on paye aujourd'hui ne sera pas du tout celui qu'on payera demain. Et ça, évidemment, le Marocain moyen qui consomme tous les jours va le sentir, c'est évident. On parle de pouvoir d'achat et de niveau de vie dans les décodeurs atlantiques avec nos décodeurs Amine Diolé, directeur communication d'Inforisque, et Mohamed Douyeb, expert en médias et fondateur de l'agence Le Média. Alors on disait en première partie, l'inflation à elle seule ne peut pas expliquer la détérioration du niveau de vie ressenti par les Marocains. Il y a également les salaires qui stagnent plus ou moins ces dernières années, puis les changements dans les habitudes de consommation. Amine Diolé, vous avez évoqué également la décompensation qui, selon vous, a déjà un impact sur le panier des ménages. Alors aujourd'hui, quelles sont les pistes possibles pour faire face à ce fait? Est-ce que on pourrait penser, par exemple, au ciblage des ménages pauvres? Mohamed Douyeb. Je ne sais pas si cette question, moi, ça me dérange, hein, le ciblage des parce que c'est très difficile à mettre en place. C'est des logistiques et des dispositifs très lourds. Je pense qu'il y a des pays comme l'Inde qui ont réussi quand même ce niveau, mais ça c'est tout. D'ailleurs, le Maroc essaie de s'inspirer un petit peu du modèle indien en termes de ciblage, où le projet d'identifiant pour chaque ménage, pour justement que ce soit précis, ciblé. Mais je pense que c'est un nouveau modèle dont on a besoin. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'on a besoin d'un nouveau modèle de croissance. Exactement. On a de la croissance, mais qui n'est pas suffisante. Ce sera justement notre deuxième sujet. Je voulais. Donc, mais après, quel modèle, qui fait quoi, c'est la question. Je pense que on a besoin d'une croissance, on a besoin d'investissement, on a besoin de beaucoup de choses et non plus ce système exactement pour politiser le débat direct. Exactement pour politiser le débat. Il est où le gouvernement, que fait le gouvernement, que fait l'opposition, que fait les acteurs politiques, quel modèle, ça c'est une Mais justement, parce que c'est le gouvernement est en train de préparer aujourd'hui une carte pour identifier les ménages pauvres au Maroc, pour pouvoir les cibler directement et en cas de décompensation, notamment du gaz butane. Amine Diolé, à votre avis, il faut abandonner ce système à un moment donné? C'est peut-être... Alors dans les faits, c'est peut-être le meilleur système. Et effectivement, il est appliqué aujourd'hui dans certains pays, dont l'Inde. Maintenant, ça prend du temps. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a le gouvernement n'a plus ce temps, puisque avec le boycott, on voit bien que la question de la cherté de la vie et de la baisse du pouvoir d'achat est de plus en plus pressante. Sans parler des autres conflits sociaux qui se sont enchaînés ces derniers mois. Donc le gouvernement n'a plus tellement le temps de penser à un système qui permette justement de trouver la méthode la plus adéquate pour cibler directement les ménages les plus pauvres. Maintenant, on en revient à des questions peut-être baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. On en a parlé pour l'eau par exemple, avec une possibilité de baisser le taux de TVA à 7% pour baisser le prix effectif payé par le consommateur. Ça peut être une solution. Ça a évidemment un impact pour les finances de l'État. Il faut mesurer quel est le coût exact, mais c'est peut-être une solution en attendant qu'une vraie solution soit faite pour justement procéder à une compensation de la suppression des subventions accordées par l'État. Une baisse de la pression fiscale, notamment à travers une baisse de l'IR, pourquoi pas? Ça peut être, mais l'IR c'est quand même beaucoup plus sensible. C'est quand même la première source de revenus en matière fiscale. Oui, mais quand on sait que c'est concentré. Que justement c'est concentré au niveau de certains et pas, on peut élargir la base. Justement, c'est un débat qui se pose aujourd'hui. Oui, mais la question de l'IR, elle est pour moi, vous payez l'IR quand vous avez un travail, que vous touchez un salaire. Quand vous n'avez pas de salaire, quand vous ne travaillez pas,
comment vous faites pour bénéficier justement d'une baisse de ces prix? La TVA, justement, permet de toucher directement le consommateur final, quel que soit son statut, qu'il soit salarié ou non. Mais c'est une baisse de recettes aussi pour le Trésor. Bien sûr. Mohamed Djouib, vous êtes d'accord sur ce point? Une baisse de la TVA peut être une solution? Il faut penser à chaque poste j'allais dire, en termes de fiscalité, je pense qu'il faut avoir une vue globale et de voir les équilibres que ça peut, parce qu'il faut maintenir un équilibre. Mais je pense qu'il y a un effort à faire au niveau de l'imposition, de la fiscalité. Ça, tout le monde en parle aussi, par rapport à l'entreprise, parce que je pense que là, il y a une pression sur l'entreprise qui est importante. On le voit dans les derniers indicateurs, quand vous avez des patrons la dernière étude du CMC, on va en parler. Oui. On voit que quand même 9 patrons sur 10 qui sont pas rassurés par le modèle de développement. Moi, je me pose la question après, comment ces patrons vont investir et dans quel état d'esprit ils sont. Donc aujourd'hui, ça se reflète aujourd'hui sur la consommation. Je pense aujourd'hui que entreprise ou particulier, je pense qu'il y a aussi encore une frustration par rapport à cette imposition qui paraît injuste, où on a le sentiment qu'on paie quand même des impôts, et à quoi servent ces impôts-là, et on est dans un autre débat. C'est une autre question très intéressante à poser, justement. Exactement. Donc je pense que là, c'est une vue globale par rapport à la fiscalité qui peut être aussi intégrée dans un modèle de développement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Maroc a l'une des plus fortes pressions fiscales dans le monde, et notamment comparé aux pays à une économie plutôt similaire. Donc, pour terminer, est-ce qu'il y a des pistes de réflexion à part cette baisse peut-être de la TVA, l'augmentation de salaire ou le ciblage direct? Et est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui le gouvernement est actif sur ce point, ce qui fait l'actualité d'ailleurs, Amine Djouri? Alors, est-ce que le gouvernement est actif sur cette question? Très honnêtement, je n'ai pas lu dans la presse de mesures précises permettant de répondre à cette question de la cherté de la vie. Il y a les mesures proposées dans le cadre du dialogue social, des augmentations pour certaines catégories de fonctionnaires uniquement d'ailleurs. Oui, mais bon, ça c'est la question de la hausse des salaires. Mais sur la question de la baisse des prix, je n'ai à ce jour pas vu de mesures proposées. En tout cas, de mesures concrètes. Ce qui a été proposé, la baisse de la TVA, effectivement, c'était, je pense, Sidi Ali, la patronne de Sidi Ali qui en avait parlé. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas de mesures concrètes. Et puis, il y a un autre aspect qui est, à mon avis, aussi important et qu'il va falloir prendre en compte dans les prochaines semaines, c'est le coût de l'essence. On sait qu'aujourd'hui, le prix de la matière première augmente de manière assez forte. On n'est plus dans le cadre de début 2016 où les prix étaient plutôt à la baisse. Aujourd'hui, on est dans un cadre haussier. Forcément, ça va se répercuter sur le prix de l'essence. On sait qu'aujourd'hui, dès que vous avez une voiture, vous avez besoin forcément de mettre de l'essence. Donc, quasiment tous les consommateurs vont le ressentir. On sait aussi, d'après le rapport de la dernière commission sur les prix de l'essence, on sait que les répercussions à la hausse est beaucoup plus rapide que les répercussions à la baisse. Donc ça, il va falloir aussi, si on ne fait pas garde à cela, la grogne sociale risque de s'accentuer. Mohamed Djouib, je vous pose la même question. Vous avez l'impression que le gouvernement est présent sur cette question, qu'il y a des pistes de réflexion, qu'on s'active? On attend toujours le compte rendu de la task force, parce qu'il était question d'une task force, d'une commission qui travaillerait, en tout cas sur ce sujet-là, mais les semaines passent et on n'a aucun indicateur pour le moment. En tout cas, ne serait-ce que le début d'une décision, on n'a pas. C'est silence radio, en tout cas, depuis le mouvement de boycott et le fait que ce qui n'est suivi après, c'est que aujourd'hui on est encore c'est l'attentisme. Donc aujourd'hui on pas exactement. Et sur ce, on arrive à la fin de cette première partie des décodeurs. Coup de cœur, coup de gueule. Alors, ça sera un coup de cœur ou un coup de gueule, Mohamed Djouib? Coup de cœur, hein. Moi je pense au match du Sénégal hier. Je pense que c'était quelque chose de très beau à vivre. Et je garde aussi une belle image, une belle vidéo qui a fait le tour. En fait, on voit des supporters sénégalais qui nettoyaient en fait les tribunes du stade où se jouait le match. Je trouvais ça d'un geste très sympathique. Donc ils nettoyaient toutes les saletés qui étaient là où il y avait le
le camp des supporters sénégalais. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire et ça donne une image vraiment sur l'Afrique qui est très 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 belle. Oui. Voilà, donc en espérant qu'aujourd'hui le Maroc sera dans sa confrontation face au Portugal soit aussi à la hauteur de tout ce que vous pouvez attendre. Vous êtes optimiste pour le match ? Oui, très optimiste. Maintenant, il faut être réaliste aussi. Je pense que là, ça va être un match très 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 dur. Hein. Je pense que ça va être très très dur pour la sélection marocaine. Maintenant, il faut qu'on joue avec beaucoup de réalisme et avec beaucoup d'ambition. Donc, et se dire qu'on n'a rien à perdre. Hein. Je pense que c'est ça. Faut avoir le mental. Faut jouer avec cet état d'esprit. Si on joue avec en disant Portugal, Ronaldo, ils vont nous laminer. Ça y est, ça y est. Justement, l'essentiel, c'est de gagner, comme argument certain, ou finalement c'est de bien jouer? Non, moi je pense qu'il faut bien jouer. Je pense qu'il faut offrir du beau spectacle, une équipe forte. Je pense que c'est ce qu'attendent les Marocains. Ils n'attendent pas d'avoir une victoire. Maintenant, la victoire, ce serait vraiment le must, d'avoir une victoire sur une équipe portugaise de ce calibre-là. Mais je pense qu'il faut bien jouer, offrir un spectacle, c'est tout. Donc il y a pas. Amine Diolé, qu'est-ce que vous attendez de ce match? J'espère simplement que, moi j'espère la victoire, pour dire la vérité, et pas le beau jeu. Non, mais je n'espère pas nécessairement le beau jeu, j'espère juste la victoire. Ah oui, d'accord. Et les victoires des petites équipes comme le Japon hier ou le Sénégal contre de grosses équipes, ça peut donner des idées, oui, effectivement. Mais quand même, le plus beau match que j'ai vu jusqu'à présent depuis le début de la Coupe du Monde, c'était le Portugal-Espagne. Et honnêtement, les deux équipes ont très très bien joué, ça va être quand même très difficile. Ouais. Alors un coup de cœur ou un coup de gueule pour aujourd'hui? Alors difficile d'enchaîner avec ça. Alors un coup de cœur. En fait, c'est lié au crowdfunding. On sait qu'en ce moment, il y a un projet de loi qui est sur la table par rapport au crowdfunding. Il y a un projet qui est aujourd'hui lancé, qui s'appelle Woulouj. C'est un modèle de prévente qui permet justement à des personnes de pouvoir financer des prototypes de projets innovants. D'acheter en priorité à des prix préférentiels justement et d'aider justement ces produits innovants à se lancer sur le marché, et je trouve que c'est une très belle initiative. On arrive à cette deuxième partie des décodeurs. Alors, il est urgent de mettre en place un nouveau modèle de développement économique et social. Les chefs d'entreprise sont unanimes. Dans un sondage réalisé par le Centre marocain de conjoncture et publié hier, plus de 9 patrons sur 10 estiment que le modèle actuel a atteint ses limites. Alors pourquoi? Ils évoquent la performance économique, le développement social, la diversification ou encore la compétitivité. Pour commencer, quelle devrait être la principale finalité de ce nouveau modèle de développement économique et social? Mohamed Douieb, est-ce que je donne des exemples? Absorber le chômage, gagner en compétitivité, améliorer la croissance ou l'égalité sociale ou autre? Beaucoup de choses. On peut pas, en modèle de développement, il y a tous ces aspects-là. Il y a les patrons doivent se sentir bien, les salariés, l'administration, les fonctionnaires. Je pense que c'est un tout. On peut pas je pense pas qu'il y ait une échelle il y a plusieurs priorités. Mais je pense, mais aujourd'hui, pour revenir au contexte ou la conjoncture marocaine, c'est que aujourd'hui, c'est surtout absorber le chômage, qui est quand même surtout des jeunes, qui est une bombe à retardement. Je pense que pour moi, en tout cas, c'est absorber le chômage, qui est en train de gagner quand j'ai pas le chiffre précis, mais quand on voit le taux de chômage chez les jeunes, en tout cas, c'est très élevé. Les diplômés et lauréats, c'est qu'aujourd'hui, un jeune, il a plus de chances. Quand il est bien éduqué, quand il a fait des études supérieures, il a plus de chances d'être au chômage qu'un jeune qui n'a pas fait une scolarité idéale. Donc on est vraiment dans une injustice quand même sociale. Et donc je pense que là, c'est là où on voit les politiques publiques doivent jouer un rôle. Je pense, en tout cas l'entreprise, l'acteur privé ou acteur public doivent jouer un rôle. Donc je pense que pour moi, en tout cas, s'il y a une priorité aujourd'hui, est-ce qu'il va se sentir après sur le pouvoir d'achat, sur la croissance? Les jeunes aujourd'hui représentent combien au Maroc? On est sur quoi? Sur 6-7 millions, je pense, de jeunes entre 15 à 24 ans. Donc, je pense que pour moi, en tout cas, s'il fallait choisir, ça sera la création d'emplois. Pour moi, c'est la création d'emplois, et je mettrais à côté la création d'entreprises, qui est corrélée aux jeunes, pour faciliter l'acte d'entreprendre, parce qu'il y a beaucoup de littérature sur ça, mais faciliter l'acte d'entreprendre, l'État qui joue un rôle, qui a de l'audace, qui peut revoir la fiscalité, l'imposition, qui revoit il faut dérouler le tapis rouge pour les jeunes, pour entreprendre. Je pense que c'est là l'idée. Donc, Amine Diolé, s'il y avait une finalité à choisir,
C'est difficile, mais non, c'est pas que c'est difficile. Je vais vous répondre. Quand on parle beaucoup de modèles de développement, c'est que je crois que les mots les plus en vogue en ce moment, oui. On en parle tout le temps. Et quand on se pose la question quel modèle de développement, honnêtement, personne ne peut y répondre. Il faudrait vraiment, je connais peu de personnes qui soient capables de me donner une réponse précise par rapport à ça. Pour une raison très simple, pour moi, ces termes sont trop génériques. Trop vaste. On peut pas, à mon avis, quand on pose la question comme ça, on aura forcément une mauvaise réponse. Aujourd'hui, on a des problématiques spécifiques. On a des problématiques d'équité sociale, de justice sociale, on a des problèmes d'éducation, on a des problèmes liés aux entreprises, on a des problèmes de délai de paiement, on a des problèmes de compétitivité, on a des problèmes d'internationalisation de nos entreprises. Ce sont autant de problématiques à laquelle il faut répondre. Si on pose des questions en ces termes-là, on a un espoir de trouver des solutions. Mais si on pose un cadre vaste et global qui est de dire modèle de développement, à mon avis, on en sera encore dans 10 ans et on n'aura toujours pas trouvé. Je pense qu'effectivement, c'est-à-dire qu'il faut prendre chaque problème. Il y a des questions qui sont très importantes et qu'il faut poser directement. Je pose par exemple la question de la robotisation. On sait que dans de très nombreux pays, notamment le Maroc, on sait que d'ici même pas 5 ans, près de 50% des emplois seront affectés, voire supprimés à cause de la robotisation. Comment on fait justement pour passer ce cap ? Se pose la question de l'éducation, se pose la question de l'adéquation des compétences par rapport aux postes demandés. Comment on prépare l'avenir ? Comment on prépare ce lien à 5 ans ? Alors Amine Diolé, ça fait bientôt 2 ans, 3 ans qu'on parle de modèle de développement social. C'est à la mode justement, tout le monde en parle. Et finalement, vous nous dites que ce n'est pas comme ça qu'il faudra aborder les choses. C'est bien ça ? Écoutez, c'est trop vaste. Mais c'est trop vaste. En même temps, on sera encore à se poser la question dans 10 ans, je vous le dis. Personne n'aura trouvé de réponse. Mais je pense quand même qu'il faut poser le cadre. Je pense que les problématiques, je te suis dans ton raisonnement, mais je pense qu'on a besoin d'une plateforme. Je pense qu'on n'a jamais on a tenu une plateforme de développement aujourd'hui. Tout le monde parle de développement économique au Maroc, mais on n'a pas une vision claire. Aujourd'hui, dans 10 ans, est-ce qu'on a une vision de ce que le Maroc devrait être dans 10 ans ? Industrialisé notamment. Par exemple. Est-ce que la consommation intérieure doit être portée par les ménages ? C'est un objectif concret, précis. Pour moi, en tout cas, quand on parle de modèle, c'est une plateforme qui est écrite avec une vision, avec des moyens, avec un budget en face. C'est comme ça que je consomme un modèle de développement. C'est pas dans la littérature. Moi, je parle avec des points précis, chômage, création d'emplois, création d'entreprises. Mais je pense que ça mérite quand même qu'on puisse tenir un document, j'allais dire. Les grandes lignes. Les grandes lignes. Et de notre économie, exactement, chose qu'on n'a pas aujourd'hui, parce que chaque institution aujourd'hui, vous prenez Banque Maghreb, Banque Maghreb va vous dire voilà comment moi je vois le modèle de développement au Maroc. Il a peut-être une idée, il tient les équilibres économiques, macroéconomiques, donc dans sa perception voilà ce que ça devrait. Si vous allez chez Conseil économique et social, c'est une autre perception. Si vous allez chez la ACP, c'est une autre perception. Mais à un moment donné, il faut coordonner tout ça pour avoir une vraie plateforme de développement, chose qu'on n'a pas aujourd'hui et sur laquelle peut-être tous les Marocains sont d'accord parce que c'est comme une question politique. Aujourd'hui, pour moi, le modèle de développement, c'est pas juste une décision économique, c'est un pouvoir, c'est une politique publique, est-ce qu'aujourd'hui la majorité gouvernementale est capable aujourd'hui de nous sortir une plateforme, une proposition de modèle économique. Est-ce que c'est le rôle justement du gouvernement, des institutions que vous venez de citer qui ont d'ailleurs non, c'est un mandat. Pour moi, le modèle de développement, c'est un mandat politique. C'est pas aux institutions. Le gouvernement fédère autour de lui des institutions, mais c'est lui qui a la vision politique. Aujourd'hui, moi, je suis pessimiste par rapport à ce point-là. Dans sa configuration actuelle, vu ce qui se passe dans la majorité, vu un petit peu toutes les secousses qu'a pu gérer le gouvernement, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il est capable aujourd'hui de nous sortir une plateforme ou une vision de modèle économique. Amine Diolé voulait réagir. Oui, je voudrais ajouter une chose. Aujourd'hui, en France, on a la même réflexion par rapport justement à comment permettre aux entreprises de se développer, justement avec l'objectif de créer de l'emploi et à terme créer de la croissance économique. Et eux, leur réponse, pour moi, elle est hyper concrète. C'est le plan Pacte, le plan d'accélération de la croissance et la transformation de l'entreprise. Et c'est une série de mesures concrètes, que ce soit en matière d'internationalisation des entreprises, en matière de réduction des seuils, les seuils sociaux, par exemple. Avant, on avait une dizaine de seuils sociaux
sociaux, en matière d'effectifs, par exemple pour les commissariats aux comptes, etc. Il y a énormément de mesures concrètes. Mais nous aussi, on a le plan industriel de développement. Oui, mais je veux dire d'accélération. D'ailleurs. Eux ne sont pas dans. Oui, non, je sais. Bien sûr, il y a des choses que nous faisons déjà. Par exemple, l'industrialisation sort comme une piste de réflexion pour ce nouveau modèle. Ce que je veux dire simplement, c'est effectivement, il y a des choses que nous faisons déjà que eux envisagent de faire et inversement. Ce que je veux dire simplement, c'est que eux n'ont pas, à un moment donné, se sont posé la question aussi du modèle de développement. Parce qu'il faut savoir qu'en matière de modèle économique, à une époque, surtout dans les années 80-90, on parlait soit de socialisme, soit de keynésianisme, soit de néolibéralisme. On s'est rendu compte qu'avec la mondialisation, tous ces modèles ne marchaient plus, que tout était cassé. On a essayé de trouver. Question, exactement, c'était une question de nouveaux modèles économiques et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça. Pour répondre à ces problématiques, Macron, à mon avis, il est assez pragmatique là-dessus. Il s'est dit, je vais répondre avec des points spécifiques. Je vais pas essayer de proposer un cadre global. Et vous pensez que c'est ce qu'on devrait faire Je pense qu'effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Alors, on parlait tout à l'heure de pouvoir d'achat. Juste une petite dernière question. Pour certains économistes, l'une des pistes est de marquer une rupture avec cette libéralisation à tout bout de champ et même peut-être de nationaliser certaines entreprises qui ont été privatisées par le passé. En tout cas, c'est une des recommandations du centre Aziz Blal. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, Hamid Djoli ? Tout est possible, on peut nationaliser, privatiser. Enfin, nationaliser, c'est quand même un acte fort. C'est quand même le symbole que l'État reprend la main sur l'économie. Donc voilà. Et inversement, la privatisation, c'est un message aussi fort qui est de dire que le marché prend la main et que l'État n'est là que pour réguler, qu'il laisse faire le marché. Vous êtes d'accord sur ce point avec Hamid Djoli? Je dis attention à la pression sociale, il faut bien la gérer et ne pas tomber dans la solution de facilité, nationaliser ou réguler tout bout de champ. Il faut que l'État joue son rôle parce que quand même il y a une entreprise, des entreprises sont là pour gagner de l'argent, pour faire des marges. Maintenant c'est à l'État de réguler, de contrôler quand même derrière. Exactement. C'est ce qui se passe d'ailleurs au niveau du secteur des hydrocarbures. C'est une libéralisation qui n'a pas été bien préparée finalement. Et pas encadrée surtout. D'où la tentative aujourd'hui de revenir vers un ancien modèle, ce qui est quand même assez curieux. Donc aujourd'hui on est en train de réfléchir un an après de revenir peut-être. On va aller sur un contrôle de ces prix-là, ce qui n'est pas très, sur un plan, j'allais dire, économique, pas du tout intéressant. Politique aussi. Exactement. Et donc, on arrive déjà à la fin de ces décodeurs atlantiques. On peut dire que chaque point peut être développé à part. Je vous remercie, Mohamed Douyeb, expert en médias et fondateur de l'agence Le Média. Merci. Hamid Djoli, directeur d'information d'Inforisque, de communication d'Inforisque. Merci beaucoup. Merci. On arrive à la fin des décodeurs atlantiques. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à demain.